Vous pensez qu'acheter une propriété est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre vie financière. Ce qui est un investissement solide. C'est la sécurité. Ce qui est du patrimoine. Mais si je vous disais que cette croyance est exactement celle-ci, est ce qui vous maintient coincé pendant des décennies, à payer à la banque plus que la valeur de la propriété, sans que vous vous en rendiez compte. Reste ici. Parce que ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va complètement changer votre façon de voir l'argent, la banque et votre propre vie. Accueillir. Et si vous n'y avez jamais pensé auparavant, c'est parce que personne ne vous l'a expliqué correctement. Jusqu'à aujourd'hui. Commençons par quelque chose de simple. Connaissez-vous quelqu'un qui a travaillé pendant des années, a un emploi stable, paie ses factures à temps, a un prêt hypothécaire et qui, à la fin du mois, n'a presque plus rien? Peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Et ce n'est pas un manque d'effort. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Le système a été conçu exactement pour fonctionner ainsi. Et je vais vous le prouver maintenant. Lorsque vous signez un contrat de prêt immobilier en France, ou n'importe où dans le monde occidental, où vous pensez acheter un appartement. Mais en pratique, ce que vous faites est quelque chose de très différent. Vous achetez de la dette. Et il y a une énorme différence entre les deux choses. Une différence que les banques préféreraient que vous ne compreniez jamais. Voici la première information qui va vous mettre mal à l'aise. Un bien immobilier d'une valeur de 200 000 € financé sur 25 ans, avec un taux d'intérêt de 3,5% par an qui est un taux considéré comme raisonnable, voire même bas dans certains contextes, vous coûtera au total près de 300 000 €. Vous avez payé 200 000 pour la propriété. Vous avez payé 100 000 $ en cadeau à la banque. Les 100 000 € que vous avez gagnés en travaillant, qui sortaient de votre compte chaque mois, qui vous ont coûté des heures de votre vie, allaient directement au profit de la banque. Ce n'est pas un détail. C'est leur modèle économique. Et c'est ici que ça commence à devenir intéressant. Parce que ce que je viens de vous montrer n'est que la surface. Ce qui vient ensuite est ce que personne n'explique. Avez-vous déjà réfléchi au fonctionnement du remboursement du financement? La plupart des gens n'ont jamais fait ça. Et la banque n'a aucun intérêt à vous l'expliquer. Mais faites attention car cela change tout. Lorsque vous commencez à rembourser votre prêt hypothécaire, au cours des premières années, et quand je dis premières années, je parle des 5, 10, parfois 15 premières années, la majeure partie de votre versement ne rembourse pas la propriété. Vous payez des intérêts. Ça va à la banque. Vous payez une mensualité de, disons, 900 € par mois. Sur ces 900 €, il se pourrait que 6 cents, 650, parfois 700 € ne soient que des intérêts. Et le reste, moins de 300 €, réduit efficacement votre endettement. Cela a un nom. C'est ce qu'on appelle un amortissement négatif dans certains modèles, ou simplement un système d'amortissement décroissant, ce qu'on appelle le système d'amortissement français, ce qui est intéressant. Dans ce document, vous payez des versements égaux, mais la proportion entre les intérêts et l'amortissement du capital évolue avec le temps. Au début, vous nourrissez essentiellement la banque. En fin de compte, vous commencez à payer plus pour la propriété. Le problème? La plupart des gens ne restent pas jusqu'à la fin. Continuez à regarder. Car ce qui suit explique pourquoi il s'agit d'un piège bien plus sophistiqué qu'il n'y paraît. Savez-vous ce qui se passe dans la vraie vie? Les gens financent pendant 25 ans. Ils paient pendant 7, 8, 10 ans. Et puis, quelque chose change. Une séparation. Un changement de ville. Une meilleure opportunité. Une période difficile financièrement. Et ils vendent la propriété ou refinancent. Et quand ils voient le solde impayé, c'est-à-dire combien ils doivent encore à la banque, ils sont choqués. Parce qu'ils ont payé pendant des années et qu'ils doivent encore presque tout. Ce n'est pas de la malchance. Ce sont des mathématiques. C'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous achetiez un appartement pour 250 000 €. Il a tout financé en 20 ans. Payé pendant 8 ans. Quelle part de cette dette pensez-vous avoir payé? Moitié? 40%? La plupart des gens estiment entre 30 et 40%. La réalité? Dans de nombreux cas, vous devez encore entre 70 et 75% du montant initial. Vous avez payé 8 années d'acompte et vous devez encore les 3/4 sur la propriété. C'est mathématiquement possible car au cours des premières années, vous payez beaucoup plus d'intérêts que de capital. Et les intérêts ne réduisent pas votre dette. Ils ne paient que le coût de l'argent que la banque vous a prêté. Maintenant, dites-moi, combien de personnes connaissez-vous qui sont dans cette situation sans le savoir? Écrivez dans les commentaires. Parce que je suis sûr que tu connais quelqu'un. C'est peut-être toi. Et je veux savoir, avez-vous déjà fait ce calcul? Combien avez-vous déjà payé et combien devez-vous encore? Écrivez-le ici. Parce que si vous n'avez pas encore fait ce calcul, je vais vous montrer comment le faire dès maintenant.
Mais d'abord, je dois vous montrer quelque chose d'encore plus important. Quelque chose qui va au-delà des chiffres. Il existe une illusion psychologique très puissante autour du financement immobilier. Et cette illusion est si forte qu'elle incite les gens, des personnes intelligentes, travailleuses et responsables, prennent des décisions financières qui n'ont aucun sens vu de l'extérieur. L'illusion s'appelle l'équité. Et ça marche comme ça. Lorsque vous disposez d'un financement, vous avez l'impression de constituer des capitaux propres. Cet appartement est à vous. Que chaque versement payé est une brique de votre avenir. Cela crée un sentiment de progrès, de responsabilité et d'intelligence financière. Mais la réalité est différente. Tant que vous disposez d'un financement, la propriété ne vous appartient pas. Ça vient de la banque. Vous avez le droit de l'utiliser, d'y vivre, de l'appeler vôtre, mais légalement et financièrement, cet actif est aliéné fiduciairement. Autrement dit, si vous arrêtez de payer, la banque le prend. Comme ça. Cela ne poserait pas de problème en soi si les gens en comprenaient les implications. Le problème est que ce sentiment d'équité vous amène à vous comporter d'une manière très spécifique. Cela vous fait accepter un acompte qui compromet 30-35% de vos revenus. Parce que vous investissez dans l'avenir. Cela vous oblige à réduire les dépenses dans d'autres domaines ou loisirs, santé, éducation, épargne d'urgence, parce que le paiement de l'appartement est une priorité. Cela vous coince dans une ville, dans un travail, dans une situation de vie, parce que vous avez du financement et que vous ne pouvez pas tout abandonner. Cela vous fait travailler pendant des décennies pour payer un actif dont, en pratique, vous ne serez réellement propriétaire que lorsque la dernière échéance sera payée. Et en attendant, la banque reçoit de l'argent chaque mois. Sans risque. Avec prévisibilité. Avec les intérêts que vous avez accepté de payer car le sentiment de posséder un bien était plus fort que la logique financière. Remarquez-vous le modèle ? J'ai besoin que tu restes ici parce que nous arrivons à la partie qui compte vraiment. Dans la partie qui explique comment s'en sortir, ou du moins comment minimiser les dégâts. Mais d'abord, je dois vous montrer un élément supplémentaire de ce système. Inflation immobilière. C'est l'argument qu'utilise la banque, que le courtier utilise, que la famille utilise pour vous convaincre qu'acheter vaut toujours mieux que louer. La propriété apprécie toujours. Dans 10 ans, cela vaudra 2 fois plus. Le loyer est de l'argent gaspillé. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Tout le monde l'a entendu. Mais regardons les données. En France, l'appréciation moyenne des propriétés au cours des 2 dernières décennies, en dehors de Paris et de certaines villes spécifiques, se situait entre 1,5% et 2,5% par an en termes réels, c'est-à-dire en excluant l'inflation. Parallèlement, le taux d'intérêt sur le financement se situait entre 1,5% et 4% selon la période. Dans de nombreux cas, le coût du financement est supérieur à la valeur de la propriété. Vous payez plus pour posséder la propriété que ce qu'elle apprécie. Cela ne veut pas dire qu'acheter est toujours une erreur. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la décision d'acheter une propriété financée doit être une décision consciente et calculée, basée sur des données réelles et non sur la croyance populaire, ni sur la pression familiale, ni sur le sentiment que louer est un gaspillage d'argent. Parce que le loyer n'est pas nécessairement de l'argent gaspillé. Vous payez pour la flexibilité. Pour le droit de partir quand vous le souhaitez. Pour le droit de ne pas être endetté pendant 20 ans. Cela a de la valeur. Et dans certaines situations de la vie, cette valeur est énorme. Mais je sais à quoi tu penses. D'accord, je comprends le problème. Mais que dois-je faire? J'ai déjà un financement. Ou je pense en obtenir un. Que dois-je faire de cette information? Bonne question. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Avant cela, une chose importante. Si cette vidéo a du sens pour vous, si vous ressentez ce sentiment de « pourquoi personne ne m'a jamais expliqué cela auparavant ?» je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Cela pourrait être un mot, cela pourrait être une question, cela pourrait être un récit de votre situation. Parce que mon intention ici n'est pas seulement d'informer. Cela aide vraiment. Et j'ai lu les commentaires. Je réponds. Si vous avez une question précise sur votre cas, écrivez-nous. Parce que l'une des plus grandes erreurs que je constate est que les gens ont des doutes, ne posent pas de questions et prennent de mauvaises décisions en raison du manque d'informations. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire. Première chose. Si vous disposez déjà d'un financement, comprenez exactement où vous en êtes. Obtenez votre relevé d'amortissement, la banque est tenue de vous le fournir. Voyez combien de capital vous avez déjà remboursé, combien vous devez encore et quel est le coût effectif total de votre financement. Beaucoup de gens n'ont jamais fait ça. De nombreuses personnes paient la compte chaque mois sans comprendre ce qu'elles paient. Cela doit changer. Deuxième chose. Comprendre le concept d'amortissement anticipé.
En France, vous pouvez, dans de nombreux contrats, effectuer des versements supplémentaires qui vont directement au capital de la dette et non aux intérêts. Cela réduit le solde impayé, par conséquent, réduit le total des intérêts que vous paierez au cours du contrat. Chaque euro supplémentaire investi dans l'amortissement du capital au cours des premières années a un impact bien plus important que le même euro investi après 15 ans de contrat. Pourquoi? Parce que les juristes sont calculés sur le solde impayé. Plus le solde impayé est petit, plus les intérêts sont faibles. Et plus tôt vous réduirez ce solde, plus vous aurez d'années de taux d'intérêt bas devant vous. Cela semble évident quand je l'explique ainsi. Mais la plupart des gens ne font jamais ça. Pourquoi? Parce que personne ne l'a expliqué. Et parce que la banque n'a aucun intérêt à vous rappeler que vous pouvez le faire. Troisième chose. Renégociation et portabilité. En France, vous avez le droit de renégocier votre contrat avec la banque ou de transférer votre financement vers une autre banque qui propose de meilleures conditions. C'est ce qu'on appelle la portabilité du crédit. À une époque de baisse des taux d'intérêt, ce qui s'est produit à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, où de nombreuses personnes auraient pu économiser des dizaines de milliers d'euros simplement en renégociant le contrat. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils le pouvaient. Parce que personne ne vous le dit lorsque vous signez. Vient maintenant la partie que je veux que vous enregistriez. Parce que c'est là que la plupart des gens font des erreurs, et l'erreur se produit avant même que le financement ne soit organisé. La décision la plus importante n'est pas de savoir quelle banque choisir. Ce n'est pas le taux à prendre qui compte. La décision la plus importante est de savoir combien financer et pour combien de temps. Le calcul est brutal. Chaque année supplémentaire de durée de financement représente des dizaines de milliers d'euros supplémentaires d'intérêts versés à la banque. Un prêt de 200 000 euros sur 20 ans contre le même montant sur 25 ans peut représenter une différence de 20, 30, voire parfois 40 000 euros, selon le taux. Cela représente 40 000 euros de votre travail qui sont allés à la banque simplement parce que vous avez choisi 5 années supplémentaires. Et pourquoi les gens choisissent-ils des durées plus longues? Pour avoir des versements plus petits. Pour engager moins de revenus par mois. Ce qui semble judicieux à court terme. Mais à long terme, c'est exactement le contraire. C'est là qu'intervient un concept que je veux que vous compreniez. Parce que cela explique en grande partie ce qui arrive à la vie financière des gens de la classe moyenne. Inflation du style de vie. Inflation du style de vie. Cela fonctionne comme ceci. À mesure que vos revenus augmentent, vos dépenses augmentent dans la même proportion, voire parfois plus. Vous obtenez une promotion. Vous changez de voiture. Vous allez dans de meilleurs restaurants. Vous faites un voyage plus cher. Votre revenu a augmenté, mais votre capacité à épargner est restée la même, voire s'est détériorée. Et quand on a du financement, c'est encore plus dangereux. Parce que vous utilisez l'augmentation des revenus pour justifier un versement plus important, une durée plus longue, une propriété plus chère. Et tu es toujours coincé. Mais dans une prison un peu plus confortable. Le système financier est brillant dans ce domaine. Il ne vous arrête pas avec violence. Il vous tient confortablement. Avec le sentiment de progresser. Avec des versements adaptés à votre budget, mais qui vous maintiennent dépendant de votre salaire pendant des décennies. Si vous y réfléchissez maintenant, combien de décisions financières avez-vous prises parce que le versement vous convient? La voiture. L'appartement. La carte de crédit. La signature. Chacun d'eux individuellement semble raisonnable. Tous sont un piège. Ce n'est pas un hasard. C'est du design. Maintenant, vous vous demandez peut-être, alors, que dois-je faire? Je n'achète pas de propriété? Je reste en loyer pour toujours? Et je serai honnête avec vous. Il n'y a pas de réponse universelle. Il existe une bonne réponse pour votre situation spécifique. Et cette réponse dépend de facteurs que la plupart des gens ne calculent jamais. Combien de temps comptez-vous rester dans cette propriété? Si le délai est inférieur à 10 ans, la location est dans de nombreux cas plus avantageuse financièrement. Quelle est votre flexibilité professionnelle? Si vous devez déménager dans les prochaines années, le financement est un point d'ancrage. Quel est le rapport entre le prix de location et la valeur du bien dans la ville où vous souhaitez acheter? Cet indice que les économistes appellent le rapport prix au loyer vous indique si l'achat a du sens sur ce marché spécifique. À Paris par exemple, ce taux est historiquement élevé, ce qui laisse penser que louer pourrait être plus rationnel d'un point de vue purement financier. Quel est le coût d'opportunité de votre argent? Si vous devez verser un acompte de 50 000 euros, que se passerait-il si vous investissiez ce montant au lieu de l'utiliser comme acompte? En fonction du rendement et de la durée, les calculs peuvent favoriser la location par rapport à l'investissement. Je ne dis pas que le financement est mauvais. Je dis que la plupart des gens financent sans se poser ces questions.
Et c'est de ce manque de remise en question que le système a besoin pour fonctionner. Je vais vous donner quelques données qui concluront ce raisonnement. Une étude de l'INSEE ou l'Institut national de la statistique a montré que les familles qui ont acheté des propriétés dans les zones métropolitaines dans les années 2000 et 2010 avaient, en moyenne, une valeur nette inférieure à celle des familles qui ont loué et investi la différence de manière disciplinée. Avez-vous bien lu? En moyenne, la location et l'investissement ont surperformé les achats financés, ou en termes de valeur nette construite au fil du temps. Bien sûr, c'est une moyenne. Il y a des cas dans lesquels COMPARE était clairement avantageux. Mais le fait est que le discours selon lequel acheter est toujours mieux est faux. C'est une croyance construite et nourrie par ceux qui y ont un intérêt financier. Cet intérêt financier a un nom. Ce sont les banques qui profitent des intérêts. Ce sont les courtiers qui touchent une commission sur la vente. Ce sont les entreprises de construction qui doivent vendre des logements. Ce sont les gouvernements qui s'intéressent au marché immobilier en plein essor. Tout le monde autour de la décision d'achat a intérêt à ce que vous achetiez. Qui a envie que vous réfléchissiez calmement? Personne. Sauf toi. Et c'est pourquoi cette vidéo existe. Maintenant, je vais vous donner les 3 points que je veux que vous reteniez d'ici. Premièrement, un prêt hypothécaire n'est pas seulement une dette, c'est un contrat d'une durée de plusieurs décennies qui façonnera vos choix de vie, votre flexibilité, votre capacité à épargner et à investir dans d'autres choses. Conclure ce contrat sans bien comprendre son fonctionnement est une erreur qui vous coûtera cher. Deuxièmement, les premières années de financement sont les plus coûteuses pour vous et les plus rentables pour la banque. Si vous disposez d'un financement, envisagez des remboursements anticipés. Si vous envisagez d'en obtenir un, calculez le coût réel total, pas seulement le versement mensuel. C'est la mensualité que la banque souhaite que vous preniez en compte. C'est le coût total que vous devez examiner. Troisièmement, la décision d'acheter ou de louer est une décision mathématique et non émotionnelle. Cela dépend de variables spécifiques à votre situation. Et avant de prendre cette décision, vous devez avoir ces variables en main. Cela semble simple quand je le dis comme ça. Mais la grande majorité des gens n'ont jamais fait cet exercice. Parce que personne n'a enseigné. Parce que l'école n'enseigne pas les finances personnelles. Parce que les parents ont enseigné que la propriété est toujours un bon investissement. Parce que la banque ne s'intéresse pas à l'enseignement. Mais tu es là. Et cela vous met déjà en avant. Maintenant, regardez si cette vidéo a du sens pour vous. S'il y avait un moment ici où vous pensiez merde, je n'ai jamais vu ça comme ça. J'ai besoin d'une seconde de votre attention pour vous demander 2 choses simples. Pas parce que j'ai besoin d'un numéro, mais parce que cette information doit toucher davantage de personnes. Aimer cette vidéo fait comprendre à l'algorithme que ce contenu mérite d'être distribué. Et chaque personne qui voit cette vidéo est susceptible de prendre une meilleure décision financière. Une famille qui évite un piège. Donc, si vous croyez à cette information, c'est votre façon d'étendre sa portée. Et s'abonner à la chaîne, c'est parce que ce n'est pas le seul sujet que j'aborde ici. Il y a tellement plus à venir, sur le crédit, sur la façon dont les banques gagnent de l'argent avec chaque produit que vous utilisez, sur les erreurs financières qui semblent correctes, sur la façon dont le système a été construit pour vous maintenir là où vous êtes. Si vous voulez comprendre tout cela de la même manière que nous l'avons vu aujourd'hui, la cloche de notification est ce qui vous assurera de ne rien manquer. Maintenant, revenons à ce qui compte. Il y a une dernière couche à ce système que je n'ai pas encore montré. Et c'est peut-être le plus inquiétant. Car jusqu'à présent j'ai parlé du coût financier du financement immobilier. Mais il y a un coût qui n'apparaît dans aucun contrat. Un coût psychologique, comportemental, qui impacte chaque décision que vous prenez dans votre vie pendant des décennies. C'est le prix de la prison mentale. Quand on a 20 ans de dette, on ne pense pas comme une personne libre. Vous pensez comme une personne qui doit conserver son emploi. Que tu ne peux pas prendre de risques. Que tu ne peux pas ouvrir ta propre entreprise. Que tu ne peux pas prendre de congé sabbatique. Qui ne peut pas accepter une opportunité dans une autre ville. Qu'on ne peut pas dire non au patron. Parce que vous avez le paiement de l'appartement le 5. C'est réel. Et cela a un impact bien plus important que le solde bancaire. Cela impacte toute la trajectoire de votre vie professionnelle. Cela a un impact sur la façon dont vous négociez le salaire, parce que vous avez besoin du travail, ce qui affaiblit votre position de négociation. Cela a un impact sur le risque que vous êtes prêt à prendre dans d'autres domaines de la vie. Cela a un impact sur votre santé mentale, votre niveau de stress, votre sentiment de liberté. La dette crée une dépendance. Et la dépendance crée la soumission. Et la soumission est exactement ce dont le système a besoin pour fonctionner. Je ne dramatise pas. Je décris un mécanisme qui est réel, qui est étudié, qui porte un nom en économie comportementale.
C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'aversion pour la dette, le paradoxe de l'aversion pour la dette. Où l'existence même de la dette modifie le comportement des gens d'une manière qui finit par perpétuer les difficultés financières. Alors que fais-tu de tout ça? Si vous disposez d'un financement, ce n'est pas le moment de paniquer. Il est temps de comprendre. Il est temps de regarder votre contrat avec les yeux que vous avez maintenant. Il est temps de calculer combien vous avez déjà payé, combien vous devez encore et combien vous paierez au total. Il est temps d'évaluer s'il est possible de procéder à des remboursements anticipés. Il est temps de vérifier si le tarif dont vous disposez est toujours compétitif par rapport au marché actuel. Si vous n'avez toujours pas de financement et que vous envisagez ce faisant, vous disposez désormais d'un énorme avantage. L'avantage de savoir ce que la plupart des gens ne découvrent qu'après s'être abonnés. Profitez de cet avantage. Posez les bonnes questions. Calculez le coût total. Évaluez le rapport prix au loyer de la ville où vous souhaitez acheter. Comparez les scénarios. Et alors seulement, prenez une décision avec votre tête, pas avec émotion. Et peu importe où vous en êtes actuellement, avec ou sans financement, avec ou sans propriété, il y a une chose qui ne change pas. L'éducation financière est le seul atout que personne ne peut vous enlever. Cela n'est pas dévalorisé. Ce qui n'est pas soumis à intérêt. Et cela change définitivement la façon dont vous percevez chaque décision financière pour le reste de votre vie. C'est ce que j'essaie d'apporter ici. Pas une motivation vide de sens. Pas de formule magique. Des informations réelles et structurées qui vous donnent le pouvoir sur vos propres choix. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez déjà fait le plus dur. La plupart des gens n'ont pas la patience pour cela. Et cette patience, cette volonté de comprendre ce qui se cache derrière les choses, est ce qui différencie ceux qui restent coincés dans le système de ceux qui commencent à y naviguer avec conscience. J'ai une dernière question à vous poser et je veux que vous y répondiez honnêtement dans les commentaires. Après tout ce que vous avez vu aujourd'hui, pensez-vous avoir pris ou être sur le point de prendre une décision immobilière basée sur l'émotion ou sur des chiffres réels? Aucun jugement. Pas de bien ou de mal. C'est juste pour que vous réfléchissiez. Et si vous avez envie de partager, je suis là pour parler. Parce que c'est le but. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des informations. Cela vous aide à voir ce que vous ne voyez pas. Et maintenant vous l'avez vu. Jusqu'à la prochaine vidéo.